Bonjour tout le monde, avant la Coupe du Monde 2026 qui approche très vite, je suis parti voir des suiveurs assidus des sélections participantes. Le panorama s'est voulu le plus large possible, voulant traiter chaque nation de la meilleure manière possible. 52 ans après sa dernière et seule participation à un mondial, Haïti fait son retour en 2026. Les Grenadiers, qui commencent à s'appuyer sur de nombreux binationaux, voudront faire briller leur pays dans la compétition. Bonne écoute à vous. Salut à toi, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, de quelle équipe on va parler aujourd'hui, de ton activité sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, dont tu es relativement Mm. actif. Je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, moi je suis Caleb Jeff-Pierre, je suis journaliste haïtien, donc je m'occupe en quelque sorte de l'actualité du football en Haïti, donc tout ce qui est le championnat national, tout ce qui est de la sélection haïtienne, que ce soit les garçons ou les filles, donc voilà, donc je travaille aussi pour Haïti Tempo et ensuite j'ai partagé les informations chaque jour sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Twitter et Instagram. Hmm, bien sûr. Donc, tu es donc très au courant de l'actualité du football haïtien et de l'histoire même du football haïtien, je suppose. Je te propose qu'on débute cette interview par un petit crochet historique parce que ce ne sera pas la première Coupe du Monde de Haïti. Vous l'avez fait Exact. en 1974. Mhm. Mais Exact. depuis, j'ai l'impression que la sélection haïtienne est rentrée dans le rang parce qu'il y avait une forte hégémonie du Canada, pas du Canada justement, du Mexique, des États-Unis, du Costa Rica, puis d'autres nations qui étaient encore un peu au-dessus. Je pense notamment au Honduras, au Panama et au Canada plus récemment. Comment allait vécu le football en Haïti? Dans quelle catégorie on pourrait la situer dans une CONCACAF, même par rapport aux autres nations des Caraïbes? Bah, je dirais d'abord que le football, c'est le sport en Haïti, donc c'est le sport le plus pratiqué. Et ensuite, si tu parles pour la CONCACAF, on se situe pas mal entre les grosses nations. On n'est pas encore arrivé là, donc il y a des échelons. Mais on regarde par exemple le Canada, par exemple, à la World Cup 2019, on l'a battu par exemple. Et donc on regarde le Mexique dans les yeux des fois. Donc, on se situe pas mal à côté, tout de suite après les trois nations nord-américaines et à côté des nations comme le Honduras, le Costa Rica ou le Panama aussi. Et même la Jamaïque qui est dans la Caraïbe. Bien sûr, je me permets de faire aussi également un petit crochet on pourrait parler de l'évolution sur les 4 dernières années. Mhm, Haïti n'était pas dans les 8 dernières nations dans la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Vous s'est fait sortir par le mhm. Canada qui par la suite C'est ça. fait une Coupe du Monde. Comment a été vécue cette élimination-là? Le fait de se dire, on n'est pas... Est-ce qu'il y avait cette impression de même pas être proche d'une qualification? Bah, en fait, et pour Haïti, d'abord, c'était le défi de se qualifier pour l'hexagonale finale. Donc, c'est 8 nations. On a beaucoup travaillé pour ça, que ce soit pour la Coupe du Monde de 2010, la Coupe du Monde 2014 et même 2018. En 2022, donc, les éliminatoires ont joué en 2021. C'était un peu compliqué, d'abord pour recevoir le match en Haïti à cause du Covid, etc. Le pays était fermé en quelque sorte. Mais on a fait notre mieux. C'était que 1-0 le Canada a gagné à domicile et on dit pourquoi pas parce que le Canada ne sera pas à domicile. Donc, ils ont reçu le match à Chicago. Donc, c'était l'occasion pour nous de peut-être faire la remontada et prendre notre revanche. Mais malheureusement, on a passé à côté de ce match avec un score assez lourd, 3-0 contre le Canada. Et en fait, on s'est dit qu'on va y arriver peut-être en 2026 parce que pour nous, cette hexagonale finale, le format surtout privilège les grosses nations. Donc, par exemple, il y a cette première phase qu'on doit jouer, par exemple, contre des équipes de la Caraïbe, contre des équipes de l'Amérique centrale. Le Mexique, le Canada et les États-Unis, des fois, ils n'ont pas à jouer ces tours-là. Donc, eux, ils préparent en jouant des matchs amicaux. Et puis, nous, on arrive avec plus de matchs à pression. Et puis voilà, et ils se détendent et préparent pour cette hexagonale finale qu'ils ont déjà qualifié d'office. Et puis voilà. Donc, en 2026, là, Dieu soit loué que ces nations n'étaient pas là pour finalement faciliter la tâche pour Haïti. Oui, bien sûr, et j'allais en parler, lancer la transition. Donc, il n'y avait pas ni le Canada, ni les États-Unis, ni le Mexique qui sont qualifiés d'office en tant que pays Exact. organisateur. Mhm, Donc, il y a donc 3 places pour les pays CONCACAF, mais en soi, ça ouvre plus le champ des possibles. mhm. Haïti a eu un premier tour avec le Curaçao, Sainte-Lucie, Aruba et la Barbade, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Haïti finit deuxième, mais en soi, l'essentiel était la qualification contre des Mhm. adversaires qui étaient quand même
à part Curaçao, qu'on évoquera peut-être un peu plus tard, mais largement à la portée des Grenadiers. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, donc, on a joué cette première phase. Donc, la première phase pour Haïti, c'est des fois toujours très facile. Et surtout dans ce format-là, c'était encore plus abordable, même si on a perdu 5-1 contre le Curaçao. Mais en soi, donc, on a maîtrisé cette première phase pour se qualifier. Donc, bien sûr que l'objectif, c'était d'être dans la dernière phase pour espérer se qualifier. Parce que là, avec l'absence des pays organisateurs de la Coupe du Monde, donc, qui sont d'abord les habitués à qualifier pour les représentants de la CONCACAF pour la Coupe du Monde, on a dit, bon, il y a une chance, donc on doit le saisir, et puis voilà. Donc, on a fait tout ce qu'il faut. Malgré la défaite, on a fini deuxième de la première phase. Et puis voilà, donc dans la deuxième phase, on a fait l'essentiel contre des adversaires qui, Ouais. sur le papier, étaient très abordables aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a eu la deuxième phase où vous tombez, vous n'êtes pas favori contre le Ouais, Costa Rica. Honduras ont déjà l'expérience limite des Coupes du Monde, voire peut-être de parcours un peu plus haut. c'est ça. Et il y a peut-être le Nicaragua qui est encore un adversaire qu'on peut presque considérer à votre portée. Mhm. Malgré tout, vous tenez plus que bien la comparaison, vous battez le Costa Rica. Je te laisse te résumer la deuxième phase. Parce qu'il y a quand même Bah, eu, il y a eu quelques surprises et l'une ouais, d'entre bien elles, c'est sûr. le fait qu'Haïti finit premier et se qualifie. Bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, au tirage au sort, on espérait tomber dans peut-être le groupe B, parce que la Jamaïque a joué, par exemple, avec le Curaçao, les Bermudes, etc. Mais ensuite, on a dit, bon, c'était le groupe de la mort, quoi. Donc, on a Costa Rica, Honduras, et puis le Nicaragua, que des équipes de l'Amérique centrale, et deux habitués à qualifier pour la Coupe du Monde. Mais l'essentiel, c'était d'abord cette envie d'aller chercher cette qualification. Et puis ensuite, il y a ce côté que la Fédération haïtienne de football a tout mis en œuvre pour que l'équipe soit renforcée. Renforcée avec des joueurs de qualité. Par exemple, on se rappelle en septembre, pour le premier rassemblement de cette dernière phase, il y a Jean-Luc Bellegarde qui joue à Wolverhampton, qui arrive en sélection. Il arrive, il apporte un plus. Déjà, son arrivée change beaucoup de choses dans l'équipe, mais aussi, il change aussi la perception des gens par rapport avec Haïti. Et là, ensuite, on a d'autres joueurs qui sont arrivés dans les autres rassemblements. Donc, l'équipe avait cette envie-là. Et puis, il y a aussi des renforts qui sont arrivés, donc, et qui ont vraiment tout mis pour aller chercher cette qualification. Et d'abord, ce qui était très difficile pour Haïti, c'est de trouver un lieu pour recevoir les matchs, parce qu'en Haïti, on ne peut pas recevoir les matchs depuis près de 5 ans maintenant. Donc, notre dernier match remonte à 2021 contre le Canada aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc, ça fait beaucoup d'années. Et c'était finalement à Curaçao qu'on a reçu nos matchs. Donc, le premier match, c'était contre le Honduras. On a fait 0-0. Ensuite, on s'est déplacé pour aller jouer contre le Costa Rica avec un match nul 3-3 spectaculaire avec Duquesne Sanson qui a marqué un triplé dans ce match. Et puis, donc, c'était pour septembre. En octobre, il y avait Josué Casimir qui joue à la JOXR en France. Et puis, il y a aussi Agnès Delcroix qui jouait à Burnley dans la Première Ligue, mais maintenant qui joue à Lugano en Suisse. Donc, eux, ils ont arrivé aussi pour renforcer l'équipe. Et là, il y avait vraiment deux bons joueurs qui arrivent pour renforcer une équipe déjà soudée pour aller chercher cette qualification. Malheureusement, il y a une défaite 3-0 sur le terrain de Honduras, mais la victoire contre le Nicaragua a quand même boosté le groupe pour peut-être espérer encore à se qualifier. Et puis en novembre, donc le verdict est livré parce que nos deux matchs c'était à domicile. Donc, il y avait de quoi à se rêver de De quoi cette faire, qualification. Bien sûr, parce que aussi il y avait la mobilisation de tous les Haïtiens, que ce soit dans la diaspora ou ceux qui vivent à Curaçao, pour venir au stade booster les Grenadiers. Et puis d'abord, on a battu le Costa Rica sur le strict minimum. Et puis voilà, le Nicaragua 2-0, une date importante et historique pour Haïti le 18 novembre, date de la dernière bataille avant l'indépendance d'Haïti en 1804. Donc, c'était magnifique et puis tout le monde est content, quoi. Oui, bien sûr. Tu as lancé un peu la transition. Je voulais qu'on parle un peu de l'effectif. C'est vrai qu'il Mhm. y a énormément de binationaux qui sont arrivés, Bellegarde, Casimir, Bien sûr. même certains qui sont arrivés après. Je pense notamment à Wilson Isidore. Je Mhm. voudrais savoir, il y a quand même eu une évolution assez importante entre
l'effectif qui a fait la première phase de qualification, voire la Gold Cup, et Mhm. celle qui a attaqué les qualifications de septembre, et qu'on reverra à la Coupe du Monde, qui a un alliage avec des joueurs locaux, mais aussi beaucoup de joueurs issus de la diaspora, que ce soit en France, même s'il y avait déjà des binationaux avant, je pense à Johnny Placide et Lucas Ouais, bien Snyder, sûr, bien sûr. mais il y a eu plus de binationaux encore au moment de la Mhm. deuxième phase. C'était un Oui, bien travail de sûr. la Fédé. Oui, oui, bien sûr. D'abord, et après la première phase, et cette défaite et contre le Curaçao nous a vraiment fait de remuer les pieds sur terre parce qu'après cette défaite-là, on s'est compris que l'équipe n'est pas encore prête pour aller plus loin. Donc, on a joué la Gold Cup 2025, éliminé depuis le premier tour avec une défaite contre l'Arabie Saoudite, match nul contre le Trinidad, le Trinidad. On a aussi perdu contre les États-Unis. Donc, il y avait cette nécessité, cette nécessité-là de renforcer l'équipe. Et puis voilà, quoi, les joueurs qui se sont mobilisés et le staff technique, la fédération ont compris aussi, il y a des joueurs qu'on doit se passer d'eux. Et après ces deux premières phases et surtout la Gold Cup. Donc pour arriver là, donc dans le haut niveau, il faut avoir des joueurs de qualité. Donc il faut tout mettre en œuvre pour aller chercher ces joueurs-là. Et la fédération avec des membres du comité ont déplacé en Europe pour aller rencontrer des joueurs. Ils ont fait des pourparlers avec Isidore, par exemple, depuis en septembre, mais lui, il ne voulait pas encore s'engager. Donc, il y avait Belgrade qui, depuis 2 ans, était en contact avec la fédération. Lui, il a dit, OK, bon, moi, je viens avec l'envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y avait déjà les Nazons, les Pierrot, par exemple, et Placide, Adé, etc. Il y avait un mélange de joueurs qui sont nés en Haïti et d'autres qui sont nés à l'étranger. Mais eux, ils ont en sélection depuis un certain temps. Ils ont connu pas mal de choses en sélection. Et puis voilà, les nouveaux qui sont arrivés, ils ont été vraiment bien accueillis et bien adaptés au groupe. Et puis voilà, et pour Oui, célébrer. l'intégration s'est fait vite. Est-ce que tu pourrais on a fait un petit tour d'effectif, Sébastien Migné qui est en poste depuis quelques temps déjà. Est-ce que Ouais. pour toi, il a un schéma tactique assez clair ou tu penses que c'est quelqu'un qui pourrait s'adapter, c'est quelqu'un qui s'adapte selon l'adversité? Ouais, je pense qu'il s'adapte selon l'adversaire, selon ses moyens aussi, parce qu'il a pas mal tourné. Et moi, je compte pas mal, 2 fois, il a changé le 11. Et je me demande, est-ce qu'il y a une fois où il a mis le même 11 pendant 2 matchs? Donc, il a beaucoup changé l'équipe et en fonction de ses adversaires, mais en fonction aussi des joueurs qui sont en forme ou des joueurs qui sont disponibles pour venir jouer pour Haïti. Donc, lui, il est en poste depuis 2024 et donc il y a des résultats dans sa première année avec la Ligue des Nations qu'on a joué. Donc, c'était presque une sans faute avec que des victoires. Donc, c'était là pour la première fois depuis notre existence en tant qu'équipe de football qu'on a passé une année civile sans perdre un match. Donc, c'était avec Sébastien Mignet dans sa première année. Et puis la deuxième, c'était un peu plus compliqué. Donc, 2025 avec la deuxième phase, les matchs contre Curaçao, la Gold Cup, etc., et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais lui, il est en poste et il était vraiment critiqué sur la fin de ces éliminatoires, surtout après la défaite contre le Honduras. Mais il est resté en poste et maintenant il va à la Coupe du Monde, donc on est content, quoi. Bien sûr, bien sûr. Qualification, comme on disait, qui était historique. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Haïti est la première nation caribéenne à se qualifier 2 fois pour une Coupe du Monde, c'est même bonne. Ouais, c'est ça. Oui. Parmi tout cet effectif-là, est-ce que tu n'aurais pas peur presque que, avec ces arrivées de binationaux notamment, ça Mhm. chamboule un équilibre où tu sens avec les cas passés, je pense, comme on disait, Casimir Bellegarde, il y a quand même une mécanique qui est rodée sur l'intégration des binationaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ces joueurs-là apportent un plus-value à l'équipe, ils apportent un plus, bien sûr. Donc, ces joueurs-là, ils sont venus pas avec la grosse tête comme des stars, ils sont venus comme des serviteurs, si je peux dire comme ça. Donc, ils veulent vraiment servir pour l'équipe, ils veulent vraiment se mettre à disposition de l'équipe. Et pour ça, par exemple, des fois, Meunier fait des choix forts, par exemple, pour mettre quelqu'un sur le banc. Et c'est vrai, c'est difficile, mais après, donc ils comprennent tous. Donc c'est pour le bien de l'équipe. Donc ils s'adaptent. Donc bien sûr que ces joueurs-là qui arrivent, et donc ils ont leur part à jouer dans la Coupe du Monde. Et je pense que aussi les joueurs qui étaient là avant, ils comprennent que donc l'équipe est en progression. Il faut passer un cap.
Donc, il faut vraiment aller vers le haut niveau, aller chercher les binationaux parce que en Haïti, là, en ce moment, c'est difficile le football. C'est vrai, ça joue en ce moment, mais c'est vraiment compliqué par rapport avec peut-être 5 ans de cela. Donc, pour l'instant, il est difficile de jouer normalement le football. Donc, on fait par petits groupes, un dans le nord, un dans le sud. Et Mhm. aussi pour les joueurs locaux de se déplacer, de quitter le pays, c'est encore plus difficile. Donc, il faut vraiment se tourner vers l'étranger et la diaspora pour renforcer l'équipe. Et la fédération a bien compris ça. Et puis, ils ont fait le mieux que possible pour renforcer l'équipe. Oui, bien sûr, parce qu'on parlait de l'effectif, il y a des joueurs qui jouent en France, il y a des joueurs qui jouent en Première Mhm. Ligue, mais il y a des joueurs qui jouent dans les pays de l'Est notamment, même, même dans le Moyen-Orient, comme c'était le cas de Lucas Mhm. Mazon, peut-être dans des divisions peut-être un peu inférieures en France, je pense à Placide qui joue avec Bastia, son remplaçant Alexandre Pierre qui jouait du côté de Sochaux et là. National. Ça fait un Mhm. alliage qui est quand même très, entre guillemets, cosmopolite, parce qu'il y a des joueurs qui jouent un petit peu partout. Est-ce que Mhm. pour toi c'est une force? Oui, c'est une force parce que dans la mesure où on connaît Haïti, c'est un petit pays, si on veut dire comme ça, et puis ensuite il y a aussi les joueurs qui sont peut-être des joueurs qui ont des parents haïtiens, ont peut-être des fois pris du temps à venir, et puis eux, ils aussi, s'ils jouent dans les grands clubs, ils vont se réfléchir 2 à 3 fois avant de venir en Haïti. Donc pour nous, avoir des joueurs qui jouent partout en Europe ou en Amérique, et ça représente une force pour l'équipe. Parce que si, par exemple, on n'avait pas ces binationaux, ça serait peut-être compliqué pour nous de jouer au foot. Parce que je t'explique, là, en Haïti, c'est un peu compliqué de former une équipe pour aller dans ces compétitions-là. Donc, et ensuite, il y a aussi des joueurs qui peut-être ont joué dans des divisions inférieures ou s'exilent partout en Europe ou au Moyen-Orient. Mais eux, ils sont des légendes, ils sont des légendes en Haïti. Par exemple, le cas de Duken Stazon, lui, il a pas joué depuis février, par exemple, mais il joue en Iran et avec Esteghlal. Mais lui, c'est le meilleur buteur en activité de la sélection nationale. Donc, c'est un joueur assez costaud pour Haïti, donc un joueur sur qui on peut compter. Pareil pour Placide aussi, lui, c'est le capitaine de l'équipe. Donc c'est ça, c'est ça. Bien sûr. Parmi tout cet Mhm. effectif-là, est-ce que tu aurais un joueur, entre guillemets, à suivre dont tu es curieux de sa Coupe du Monde pour toi, qui pourrait Oui. plaire aux spectateurs neutres, pas forcément supporters d'Haïti, mais pas forcément une grande star, mais un joueur où tu pourrais dire à quelqu'un de neutre, regarde-le, il est pas inintéressant. Ouais, donc d'abord il y a les stars en sélection par exemple et Isidore, Bellegarde, Casimir qui sont arrivés. Mais moi mon coup de cœur en sélection c'est Danley Jean-Jacques. Lui il a joué à Metz, donc il s'est forgé une place en sélection depuis pas mal d'années, donc depuis tantôt 3 ans. Il joue régulièrement en équipe nationale et avec Sébastien Minier il a joué 90% des matchs comme titulaire, donc c'est un joueur qu'on attend beaucoup de lui pendant la Coupe du Monde. Il joue maintenant à Philadelphia dans la MLS. Mais après, bien sûr, il y a des joueurs comme Wilson Isidore qui joue à Sunderland. Donc, lui, il est attaquant. Donc, c'est sûr que qu'on veut voir des buts dans la Coupe du Monde. Donc, avoir Isidore en attaque, et ça fera du bien aussi pour voir de quelle mesure il peut aider. Et également pour Belgrade. Mais eux, par exemple, ils jouent dans le haut niveau dans la Première Ligue. Donc, ils sont un peu connus du grand public. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Danley Jean-Jacques, le milieu du Philadelphia. Oui, oui, pour avoir, entre guillemets, le second rideau des joueurs, outre les Isidore, Bellegarde, qui sont un peu plus C'est connus du ça. grand public. Je voudrais qu'on Mhm. parle de la poule des Grenadiers, parce qu'il y a notamment l'Écosse, le Mhm. Brésil et le Maroc, ce qui a été beaucoup Bon. vu au moment du tirage, un peu comme une poule de la mort, et où Haïti a presque l'image du petit poucet. Comment tu Mhm. la vois, cette poule? Bah, c'est un peu vraiment difficile parce que là, on va jouer, par exemple, le Brésil, 5 fois champion du monde, qui, dans la Coupe du Monde, on connaît tous la force du Brésil. Également le Maroc, qui est demi-finaliste de la dernière édition, qui également a joué la finale de la CAN cette année. Donc, c'est un pool un peu difficile, mais en Haïti, on voit ça comme un challenge parce que c'est comme, on est le petit poucet qui peut séduire et puis qui peut vraiment faire taire les bouches. Parce que là, en Haïti, on croit que, bon, partout dans le monde, on croit que, bon, Haïti va jouer seulement 3 matchs et puis voilà, quoi. Et donc, 3 défaites, etc. Parce que sur le papier, ces équipes sont beaucoup plus fortes que Haïti.
Mais nous, les Haïtiens, on a dit, bon, il y a quoi se faire. Donc, c'est vrai, il y a des mastodontes dans ce groupe, mais il faut vraiment prendre l'exemple, par exemple, du Costa Rica de 2014, qui jouait dans un pool assez compliqué avec l'Angleterre, l'Uruguay et l'Italie. Donc, et pourquoi pas et créer la surprise dans ce groupe. Donc, voilà, donc c'est ça, hein. Oui, bien sûr. Pour toi, ce serait quoi l'objectif? Pour toi, j'ai l'impression que l'objectif, il n'est pas forcément sportif. C'est pas genre prendre X points, ou marquer X buts. J'ai l'impression que c'est plus montrer qu'on est une équipe qui mérite d'être là et qui Mm. peut compter à l'avenir. Là, il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est représenter Haïti sur cette scène mondiale, parce que là, en Haïti, donc on connaît le pays pour les violences, pour la misère, par exemple. Mais là, on arrive dans cette grande fête-là, donc on veut prouver qu'il n'y a pas que ça en Haïti. Mais ensuite, bien sûr, il y a cet objectif sportif aussi, côté, il faut aller chercher peut-être et marquer des buts et aller chercher cette première victoire en Coupe du Monde, parce que en 74, on s'est qualifié pour la première fois. On a joué 3 matchs, on a pris 14 buts et on a marqué seulement 2 buts. Donc et là, c'est comme sportivement, on veut d'abord marquer l'histoire en remportant un match, mais aussi essayer de se qualifier pour les 16e de finale. Donc c'est un objectif commun partagé entre les fans, les dirigeants de la fédération et également le staff technique de l'équipe. Oui, oui. Ce serait quoi ton pronostic si tu devais te mouiller un peu? Moi, je ne vais pas donner de pronostic genre score pour les matchs, mais je vois bien, par exemple, si je mets ce côté haïtien là, donc une petite victoire contre l'Écosse pour le premier match, et ensuite peut-être un match nul contre le Brésil, et ensuite contre le Maroc, et pourquoi pas se qualifier pour le prochain tour avec 5 points sur 9 possibles dans ce Ouais, bah, groupe. bien sûr, une Haïti qui sera très supportée aux États-Unis et au Canada, notamment par l'immense diaspora qu'il peut y avoir aux États-Unis et au Canada, notamment au Québec. Tu penses que ça pourrait Oui. donner un supplément d'armes? Est-ce que tu sens une mobilisation de la diaspora potentiellement sur les matchs d'accueil? Ouais, mais oui, bien sûr, parce que là, en Haïti, les gens qui sont en Haïti ne peuvent pas voyager pour venir supporter l'équipe à cause des problèmes politiques. Le président des États-Unis a mis une interdiction d'entrée au pays aux Haïtiens. Donc, la diaspora est mobilisée partout. Et l'équipe a joué 2 matchs au Canada le mois passé. C'était une folie. Il y avait beaucoup de gens qui sont déplacés soit du Québec ou d'Ottawa pour venir supporter l'équipe à Toronto. Donc, et pareil pour l'équipe qui va jouer 2 matchs avant la Coupe du Monde à Miami. Donc, c'est pareil, il y a la folie partout. Donc, et les gens, ils prennent des tickets par des dizaines et des centaines donc, pour aller supporter l'équipe. Pareil aussi pour la Coupe du Monde parce que le match Haïti-Brésil est tant attendu, que ce soit en Haïti ou que ce soit aux États-Unis, parce que d'abord, ce match-là veut dire quelque chose pour les Haïtiens, parce que nous, les Haïtiens, en majorité, quand Haïti n'est pas dans une compétition comme la Coupe du Monde, on supporte le Brésil. Donc, Ah. jouer contre le Brésil, c'est historique, quoi. Donc, et voilà, il y a toute une mobilisation et donc on espère que le stade sera plein à craquer avec bien sûr beaucoup de bleu et rouge dans les tribunes. Je te remercie je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je te remercie pour cette interview. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin? Je te laisse exprimer ta carte blanche. Bah, merci d'abord et pour l'invitation, c'était un plaisir. Ensuite, moi, je salue tous les Haïtiens qui auront l'occasion de suivre cette interview. Donc, il n'y aura pas quoi à se craindre pour cette Coupe du Monde. Donc, on y va pour fêter, pour s'amuser également, pour marquer l'histoire de cette compétition. Donc, et on espère tous et la victoire pour les Grenadiers dans cette compétition et puis Grenadiers à l'assaut, quoi. Bien sûr, j'y pensais aussi accessoirement. Tu penses que une bonne prestation d'Haïti à la Coupe du Monde, ou même montrer des bonnes choses, permettra aussi à d'autres binationaux, où il y a eu un peu le cas de Son Edouard qui a été un peu impensif tout au long de la saison. Je pensais à ça. Est-ce que tu Mhm. penses que ça pourrait attirer d'autres binationaux? Parce que je pense que peut-être qu'Isidore ne serait pas venu en sélection haïtienne s'il n'y avait pas la Coupe du Monde au bout. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi un moyen d'attirer d'autres binationaux?
Oui, bien sûr que oui, parce que là, on a pas mal d'autres joueurs qui sont dans le radar de la fédération, comme Hudson Edouard qui joue au Excellence ou encore Gobi Jean-Baptiste qui joue au Sporting Braga au Portugal. Donc, avoir et faire une bonne représentation dans la Coupe du Monde peut attirer d'autres joueurs parce que après, tout de suite après la Coupe du Monde, on aura un programme chargé avec la Ligue des Nations et la Gold Cup qui arrive en 2027. Donc, ce sera l'occasion encore de faire briller Haïti sur la scène internationale. Et ces joueurs-là, on peut leur offrir cette opportunité de jouer pour une nation, pour jouer pour une sélection mondiale et pourquoi pas remporter quelque chose avec Haïti. Parce que nous, en Haïti, c'est la folie. Quand ces joueurs-là, ils viennent jouer pour nous en Haïti, donc on les vénère, quoi. Donc c'est comme eux, là, ils sont nos héros. Donc, ce sera formidable. Donc, on attend une bonne prestation de la sélection et puis on espère bien sûr que ces joueurs vont venir par la suite. Oui, ça peut ouvrir des portes aussi pour l'avenir. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Je te remercie vraiment pour cette interview, c'était super sympa. Merci. Je te fais à Paris, en tout cas, on entre vers la fin de journée, donc D'accord. je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. À Bonne toi journée à aussi. toi, plutôt avec le décalage horaire. C'est Je te ça. remercie à Merci toi. beaucoup. OK, bye bye. Je te remercie, bonne journée à toi. OK, bye. Pour Caleb Jephté-Pierre, journaliste sportif haïtien, la participation des Grenadiers à cette Coupe du Monde est l'une des meilleures vitrines pour le pays. Il espère donner la meilleure impression possible devant une diaspora qui sera très présente en tribune. Ciao!